Avant de commencer, il est fortement conseillé de ne pas se fier aux apparences. Ce qui suit est fourni à titre éducatif et de divertissement uniquement. Il s'agit du témoignage textuel devant le tribunal fédéral lors du procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. Lors du procès de Sean Diddy Combs, personne ne s'attendait à voir le témoin suivant porter un costume bleu marine avec un badge caché sous le revers de sa veste. Mais lorsque l'ancien agent du FBI Mark Alprin s'est présenté à la barre, la salle a été plongée dans un silence total. Ce qu'il a révélé était bien plus qu'un simple scandale. C'était un réseau, un système de protection si profond qu'il atteignait les plus hautes fonctions des États-Unis. Oui, il a nommé Barack Obama, l'homme que beaucoup considéraient comme un symbole d'espoir, désormais lié, semble-t-il, à des fêtes, des grâces et une protection impliquant Diddy. Selon Alprin, la véritable raison pour laquelle Diddy est resté intouchable pendant des décennies n'avait rien à voir avec la qualité de ses avocats, mais plutôt avec son utilité pour les puissants. S'ensuivit un témoignage liant politique, religion, industrie musicale et un réseau de contrôle silencieux qui se développait depuis les années 1990. La salle d'audience était pleine à craquer, mais personne ne respirait. Surtout pas lorsque les portes arrière s'ouvrirent et qu'un homme en costume sombre, une mallette à la main, entra. Aucun nom n'a été annoncé. Aucune lettre de créance n'a été lue à voix haute. Le juge s'est contenté d'acquiescer. C'était le signal. Ce n'était pas n'importe quel témoin. C'était quelqu'un qui avait agi dans l'ombre, quelqu'un avec un accès bien au-delà de ce dont un journaliste ou un détective privé pourrait rêver. On l'appelait simplement agent spécial expurgé, un agent fédéral de haut rang qui avait travaillé pendant des décennies au sein des divisions crime organisé et corruption politique du FBI. Et aujourd'hui, pour la première fois, il témoignait sous serment au sujet d'un homme, Sean Diddy Combs. L'agent s'assit, ouvrit sa mallette et déposa un dossier noir à la barre des témoins. Il ne regarda pas Diddy, assis impassible à la table de la défense, les doigts serrés. Il ne regarda pas non plus le jury. Il dit simplement « Je traque M. Combs et son entreprise depuis plus de 20 ans. » Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on peut enfin en parler. Le juge lui a fait signe de continuer. L'agent a témoigné que le FBI avait ouvert des enquêtes initiales sur Sean Combs dès la fin des années 1990. Les signaux d'alarme étaient toujours là, a-t-il déclaré. Nous avions des transactions financières incohérentes, des soirées privées qui recoupaient des réseaux de trafic connus, des connexions à l'étranger menant à des sociétés écrans criminels. Et pourtant, à chaque fois que nous nous rapprochions, les portes se refermaient. L'agent a décrit un cas précis survenu en 2001, une opération d'infiltration internationale pour blanchiment d'argent impliquant une filiale européenne malhonnête. Les preuves pointaient directement vers les équipes financières de Diddy, ses comptes à l'étranger, ses fausses factures et ses sociétés écrans au Luxembourg et au Belize. Mais lorsqu'il a fallu demander des mandats, l'ordonnance a été rejetée. C'est la première fois que je m'en suis rendu compte, a dit l'agent. Il ne s'agissait pas seulement de la protection d'une célébrité, mais d'une ingérence fédérale. Des murmures emplirent la salle d'audience. Je ne veux pas paraître conspirateur. L'agent poursuivit. Mais il ne s'agissait pas d'une simple peur de la police locale. C'était une réaction d'en haut, des gens de Washington qui nous demandaient de nous retirer. Des dossiers ont disparu. Des témoins ont été déplacés. Des enquêteurs ont été réaffectés. Au début, nous avons pensé à une coïncidence. Mais non. Le parquet a ensuite présenté une chronologie des enquêtes bloquées datant de 1999 à 2013. Chaque fois que Diddy était lié à une activité criminelle, du trafic à l'agression en passant par la fraude électronique, un témoin clé disparaissait ou un retard fédéral gelait l'enquête. Un jury semblait visiblement abasourdi. Une femme dans la galerie haletait et se couvrait la bouche. Puis la bombe est tombée. En 2003, a déclaré l'agent, nous avions des raisons de croire que M. Combs opérait sous la protection d'un informateur officieux, du genre de ceux qui ne sont pas enregistrés dans les registres publics. Ce genre de protection ne peut venir que de très haut. Et à l'époque, seules 3 personnes au sein du gouvernement fédéral auraient pu l'autoriser. La salle s'est figée. Et Diddy semblait savoir exactement qui étaient ces personnes. L'agent spécial, dont les propos ont été censurés, s'est penché en avant et s'est éclairci la gorge. C'est là que l'histoire change, a-t-il dit, car il ne s'agit pas seulement des crimes commis. Il s'agit de savoir qui a permis que ces crimes se poursuivent. Et cela nous amène à la relation de M. Combs avec des personnalités politiques de haut niveau, et plus particulièrement avec Barack Obama.
Un silence stupéfait s'installa dans la salle d'audience. Même le juge releva lentement la tête, les yeux plissés. L'agent ouvrit à nouveau le dossier noir et présenta au jury une série de photographies. La première était une image granuleuse de 2005, montrant Didi aux côtés du sénateur Barack Obama lors d'une collecte de fonds à Chicago. La suivante datait de 2007, lors d'un événement privé et officieux à Washington, D.C., organisé par un puissant groupe de pression proche du Comité national démocrate. Didi était répertorié sous un pseudonyme, mais la photo le montrait clairement. Il était là et il n'était pas seul. Il ne s'agissait pas de simples photos, a expliqué l'agent. Il s'agissait de réunions à huis clos. Nous pensons que M. Combs était impliqué dans des opérations de partage de renseignements avec des agents de campagne, échangeant des faveurs et divulguant des informations sur d'autres personnes en échange de protection. La défense s'est levée d'un bond, criant « Objection !» avant même que l'agent ait pu terminer sa phrase. Mais l'accusation a calmement remis des pièces à conviction, des carnets de voyage, des métadonnées de courriel et même une note interne expurgée faisant référence à une réunion de liaison culturelle impliquant Beau et des acteurs du divertissement de grande valeur. « Voici ce que nous savons », a déclaré l'agent, la voix plus ferme. En 2009, peu après l'arrivée au pouvoir de M. Obama, notre bureau a déposé une demande d'écoute téléphonique visant Sean Combs. Le but ? Intercepter les communications entre M. Combs et plusieurs trafiquants de drogue connus qui blanchissaient de l'argent par l'intermédiaire de sociétés de production affiliées à des bad boys. La demande a été rejetée. La salle d'audience a été agitée. Refusée par qui ? Demanda le procureur. L'agent tourna la page jusqu'à la dernière page du dossier, un journal d'appel d'un cabinet juridique affilié à la Maison-Blanche. Le nom avait été censuré, mais l'horodatage correspondait exactement au moment où notre demande avait été retirée. Le juge a demandé au jury de ne tenir aucun compte des spéculations, mais le mal était déjà fait. Les implications n'étaient pas subtiles. Le timing n'était pas accidentel. Un homme sous surveillance fédérale avait réussi à accéder suffisamment à la Maison-Blanche pour empêcher une écoute téléphonique. Ça fait froid. Nous n'alléguons pas que le président Obama a personnellement protégé M. Combs, a précisé l'agent, mais nous affirmons que son administration a créé un réseau, une relation, et que cette relation a effectivement conféré à M. Combs une immunité pendant des années. Les journalistes griffonnaient furieusement. Même le sténographe marqua une pause avant de poursuivre. Didi n'avait pas eu de chance. Tout cela avait été calculé, orchestré, rendu possible par une puissance bien supérieure à ce que quiconque avait anticipé. Et ce n'était que le début. Le jury se prononçait désormais. Les yeux rivés sur eux-mêmes. Les stylos oubliés. L'agent spécial Redacted avait percé un chapitre du procès que personne, pas même les journalistes les plus audacieux, n'avait osé prédire. Mais ce qui suivit fit basculer l'atmosphère de la salle d'audience, passant de la curiosité à l'effroi. L'agent présenta une dernière image. Elle n'était pas granuleuse. Ce n'était pas un secret. C'était une photo haute résolution prise lors d'une réception privée à Martha's Vineyard. Sur cette photo se tenaient 3 hommes, Sean Diddy Combs, l'ancien président Barack Obama et le révérend Al Sharpton. Ils ne posaient pas pour la presse. Ce n'était pas un événement public. C'était un rassemblement dans la pénombre, sur une propriété privée, appartenant à un milliardaire de la tech lié à l'industrie du divertissement et aux entreprises de défense. Cette photo a été prise en 2014, a déclaré l'agent. Ils ont présenté cela comme un dîner de charité, mais nous avons obtenu la liste des invités par des voies judiciaires. Nous avons découvert des noms liés à plusieurs enquêtes secrètes, d'anciens agents de la CIA, des trafiquants d'armes sous sanction et des représentants de TriStar Entertainment. Les murmures recommencèrent. Le juge frappa du marteau. À l'ordre, poursuivit l'agent. Monsieur Combs n'était pas là en invité. Il était un canal de transmission d'informations depuis les rues de New York jusqu'aux coulisses du pouvoir politique. En retour, ses péchés étaient pardonnés. Un juré a lâché sa plume. Puis est arrivée l'histoire qui a fait plisser les yeux du juge lui-même. En 2012, a raconté l'agent, une opération de surveillance pour trafic d'êtres humains avait été menée par le bureau local de Miami. Un associé connu de M. Combs a été pris en flagrant délit. Filles, drogue, virements bancaires offshore. C'est le genre d'affaire qui fait la une des journaux. L'agent leva les yeux, le regard lourd. 48 heures plus tard, le dossier était scellé. Les agents furent réaffectés. Le suspect a été libéré et l'affaire a disparu. Comment ? A demandé le procureur.
L'agent n'a pas hésité. Un appel téléphonique est arrivé d'un poste du Capitole. C'est tout ce que nous savons. Pas de nom, un seul appel, et tout a disparu. Il a ensuite remis des notes internes et des courriels d'agents déconcertés, avertissant d'une interférence. Une phrase ressortait, a noté l'agent. Ne demandez pas pourquoi cela a été enterré. Réjouissez-vous de ne pas être dans la pièce. Puis vint peut-être la révélation la plus sombre. Il y a eu une période en 2015, a expliqué l'agent, où nous avons surveillé de près les faits et gestes de M. Combs. Il s'est rendu en Haïti, puis en Colombie, puis sur des îles privées des Caraïbes. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'un voyage récréatif, mais des renseignements provenant de partenaires étrangers suggéraient le contraire. Rencontres avec des financiers affiliés à des cartels. Des soirées sur des yachts réunissant des mineurs venus du Brésil et d'Europe de l'Est. Une source a même affirmé qu'on leur avait dit qu'elle participait à une audition pour American Idol. Le jury semblait alors visiblement ébranlé. L'agent a fermé le dossier. Pendant tout ce temps, il portait le masque d'un magnate, d'un philanthrope, d'un révolutionnaire. Mais derrière le rideau, il dirigeait un empire bâti sur la peur, le chantage et l'immunité acquise par l'influence. Le juge a demandé une suspension d'audience. Les gens sont sortis lentement de la salle, beaucoup dans un silence stupéfait. Et pour la première fois depuis le début du procès, Diddy avait l'air d'un homme qui prenait conscience que les murs se refermaient enfin. À la reprise des audiences, le public était devenu silencieux, apaisé. Il ne s'agissait plus seulement d'un magnate de la musique jugé. C'était l'illusion de la sécurité, de l'égalité, de la justice. L'agent spécial, dont le témoignage avait été expurgé, reprit son témoignage d'un ton plus lourd. Ce qu'il révéla ensuite figea visiblement la salle d'audience. Nous avons des raisons de croire, commença-t-il, qu'il existait une cache de bandes de surveillance de diverses propriétés appartenant à Combs, datant de 2003. Nous le savons non pas par spéculation, mais parce que certaines de ces bandes sont brièvement passées entre les mains des autorités fédérales. Il a appuyé sur une télécommande. Un projecteur a affiché une capture d'écran, une séquence horodatée provenant d'une salle de surveillance de l'une des maisons de Diddy à Los Angeles. Cette image nous a été divulguée par un lanceur d'alerte d'une société de sécurité privée aujourd'hui disparue, engagée par Combs. La pièce contenait plus de 30 écrans, chacun relié à un lieu différent. Chambre, couloir, piscine, studio privé. Nous avons appris que de nombreuses caméras étaient cachées, et les personnes filmées l'ignoraient. Des murmures s'élevèrent dans la foule. Maintenant, c'est là que les choses se compliquent, a poursuivi l'agent. En 2016, nous avons obtenu un mandat de saisie pour 3 disques durs censés contenir ces images. Mais lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, un incendie s'était déclaré dans la salle des serveurs. L'incendie criminel a été confirmé. Le timing, moins de 20 minutes après que notre bureau local a reçu l'autorisation, suggère une fuite interne. Quelqu'un les a prévenus. Il a ensuite décrit le seul disque dur ayant survécu, miraculeusement récupéré dans le coffre-fort d'un associé à Porto Rico. Ces images, a-t-il précisé, montraient des interactions entre M. Combs et diverses célébrités, hommes d'affaires et personnalités politiques dans des situations d'extrême vulnérabilité. Certains semblaient ivres, d'autres ont été clairement contraints. Barack Obama figurait-il sur ces enregistrements? Le procureur a posé la question sans détour. Il n'y figurait pas, mais, selon l'agent, plusieurs amis proches, donateurs et alliés politiques de l'administration étaient présents, et M. Combs les a appelés par leur prénom. Il connaissait leurs secrets. Il conservait les enregistrements comme moyen de pression. Le tribunal se tut à nouveau. L'agent prononça alors une parole qui allait hanter le débat. Au final, dit-il, n'avait-il pas simplement collectionné ces enregistrements pour satisfaire son ego? Il les utilisait comme monnaie d'échange, comme assurance, au cas où quelqu'un tenterait de lui couper la parole. Ce soir-là, les grandes chaînes de télévision ont annoncé la nouvelle. Mais en privé, dans des salles secrètes à Washington et à Los Angeles, des équipes de crise se sont empressées de poser la seule question qui comptait. Que savait-il vraiment? L'audience a repris le lendemain matin sous haute sécurité. Des marshals fédéraux étaient alignés le long des murs. L'atmosphère était différente, désormais. Le genre d'angoisse qui n'apparaît que lorsque la corruption s'est propagée, bien au-delà de son point d'origine. L'agent spécial, expurgé, est revenu à la barre, muni d'une enveloppe scellée. Il a demandé au juge de l'ouvrir en privé.
À l'intérieur se trouvait une note confidentielle portant l'entête d'une agence rarement mentionnée dans les salles d'audience, la CIA. Pour mémoire, a précisé l'agent, ce mémo a été déclassifié spécifiquement pour ce procès. Il a été initialement rédigé en 2012 par un analyste senior de la division des opérations intérieures de la CIA. L'objet du message était « Actif du secteur du divertissement, cible à haut risque ». Le juge acquiesça et le laissa résumer. Dès le milieu des années 2000, M. Combs fut identifié comme un influenceur culturel de grande valeur, doté d'un potentiel de manipulation nationale. Il fut signalé par plusieurs services de police pour ses liens avec des trafiquants d'armes connus, des banquiers offshore et des personnalités proches des services de renseignement en Europe de l'Est et en Afrique de l'Ouest. L'agent marqua une pause pour réfléchir. La CIA n'avait pas officiellement recruté M. Combs, poursuivit-il. Cependant, elle bénéficiait de sa proximité avec des personnes d'intérêt. Ces événements, ses soirées et son influence offraient une mine d'or de données comportementales en échange d'un déni plausible. Combs était autorisé à agir sans aucune intervention juridique. « Êtes-vous en train de dire que la CIA l'a laissé faire ?» a demandé le procureur. « Je dis, » répondit l'agent, « que l'agence trouvait ces opérations bénéfiques. Ils n'ont peut-être pas sanctionné ces crimes, mais ils les ont certainement fermés. » La suite était encore plus accablante. L'agent a brandi un registre notarié. Ce document, a-t-il expliqué, contient une liste de virements effectués par des sociétés écrans affiliées à Combs, dont plusieurs transitaient par TriStar Entertainment et d'autres entités liées à la tutelle de Britney Spears. Les destinataires étaient des consultants politiques de haut niveau, des lobbyistes et même une personne liée à une affaire de traite d'êtres humains aux Caraïbes, mystérieusement disparue du registre du ministère de la Justice en 2015. L'implication était claire. Diddy n'était pas un monstre isolé. Il faisait partie d'un réseau bien financé et étroitement contrôlé de trafic d'influence, de chantage et de guerre de l'information secrète. Et juste au moment où le tribunal estimait ne pas pouvoir aller plus loin, l'agent expurgé a laissé tomber une dernière phrase. « Nous pensons, a-t-il déclaré, que l'un des comptes offshore de Diddy a servi à acheter des informations classifiées auprès d'un ancien sous-traitant de la NSA. Ce sous-traitant est aujourd'hui décédé. » La salle d'audience s'est enflammée. Le juge a rappelé à l'ordre, mais personne, pas même les avocats de Diddy, ne semblait plus savoir quoi faire. Le témoignage de l'agent expurgé commençait par une phrase simple. Monsieur Combs avait le numéro du président. Des exclamations de surprise résonnèrent dans la salle. En 2014, suite aux retombées d'un scandale dans l'industrie musicale impliquant plusieurs mineurs et des invités étrangers, notre équipe a tenté d'arrêter M. Combs à son retour aux États-Unis depuis Saint-Barthélemy. Un signal d'alarme a été lancé. Son jet privé devait être fouillé à son atterrissage à Miami. L'agent a brandi un dossier du département de la sécurité intérieure. Vous voyez ici l'alerte douanière. Elle a été active pendant 37 minutes, puis soudainement annulée. Pourquoi ? A demandé le procureur. Parce qu'un membre de l'administration Obama a appelé le DHS. L'appel a duré 41 secondes. C'est tout ce que nous savons. Le numéro a ensuite été relié à un standard sécurisé utilisé par le conseiller juridique de la Maison-Blanche. L'alerte a disparu et l'affaire a été classée. Diddy est sorti de l'aéroport indemne. Les images de surveillance le montraient souriant en montant dans un SUV noir. Nous avons appris plus tard, a poursuivi l'agent, que Diddy avait fait don de $500 000 à un proche de la campagne de réélection d'Obama dans les 48 heures suivant cet appel. Le timing était inquiétant. Un silence de mort régnait dans la salle d'audience. Pas un mot, pas une toux, pas même un bruit de stylo. L'agent prit une inspiration. Je ne suis pas ici pour accuser l'ancien président. Je suis ici pour démontrer que M. Combs avait accès à ces informations. Un accès que personne d'autre n'aurait pu obtenir. Et il s'en est servi pour se protéger, dissimuler ses crimes et faire taire ses victimes. Une vague de prise de conscience a submergé la salle. Il ne s'agissait plus seulement de Diddy. Il s'agissait d'un système, d'une structure, d'un réseau de pouvoir qui entourait les plus hautes sphères de l'influence américaine. Et la question flottait dans l'air comme de la fumée. Qui d'autre le savait? Au moment où l'agent expurguait, retour à la barre, pour la 7e fois, les journalistes avaient déjà inventé un nouveau terme pour l'audience, le procès de la liste noire. Car ce qu'il apporta ensuite était un document tellement explosif qu'il fut remis au juge dans une mallette ignifuge. À l'intérieur,
Un dossier de 94 pages que le FBI avait baptisé Projet Ghost Room. Il s'agissait, a-t-il expliqué au jury, de la police d'assurance de Didi. Le dossier Ghost Room a été découvert pour la première fois lors d'une perquisition en 2022 dans un entrepôt de stockage à Newark, dans le New Jersey. Caché dans un coffre-fort climatisé sous une fausse façade commerciale, les agents ont découvert des dizaines de disques durs et des centaines de Polaroids. Mais le plus important était un dossier intitulé BL Priority. Archives protégées. À l'intérieur se trouvaient des notes manuscrites, des manifestes de vol, des photos de surveillance retouchées et des conversations transcrites. Nombre d'entre elles provenaient de micros cachés prétendument installés dans des boîtes de nuit fréquentées par Didi entre 2004 et 2019. Parmi les noms figurant sur la liste, des dirigeants d'Interscope, Roc Nation, Live Nation et même 2 anciens conseillers de la Maison-Blanche. Les plus accablants étaient des clichés en noir et blanc montrant des individus occupant des postes compromettants, accompagnés d'horodatage, d'initiales et de mots-clés tels que levrage, huche et vérifie, use. L'objectif de ces archives, a expliqué l'agent, n'était pas de divertir. C'était du chantage. Il a poursuivi. Chaque fois qu'un nouvel artiste refusait de signer ou qu'une faveur politique était nécessaire, M. Combs sous-entendait que des enregistrements existaient et les personnes figurant sur ces enregistrements cédaient généralement. Agent Redacted a cité un cas de 2017 où une star montante de la pop avait refusé de se produire lors d'un événement Didi. Quelques jours plus tard, des rumeurs de rupture privée ont fait la une des journaux à scandale. Peu après, elle a signé avec un label affilié au réseau de distribution de Didi. Mais une seule mention au dossier a mis fin à l'audience. Appel beau plus RS traité. Paiement confirmé. Don reçu. Il a été largement admis que les initiales faisaient référence à Barack Obama et à un dirigeant connu d'un studio d'enregistrement. Bien qu'aucun enregistrement direct du président n'ait été retrouvé, il s'ensuivait que les dons, les faveurs et l'influence s'inscrivaient dans un accord de longue date, mutuellement avantageux. Il ne s'agit pas d'allégations, a conclu l'agent expurgé. Ce sont des schémas, des tactiques. Il ne s'agissait pas d'organiser des fêtes, mais de bâtir un empire de l'ombre. Une nuit, une cassette, une faveur à la fois. Alors que le procès entrait dans son 8e jour, une atmosphère sombre régnait dans la salle d'audience. Ce qui suivit ne fut pas une question de livres comptables ou d'enregistrement téléphonique. Il s'agissait de personnes. L'agent expurgé a de nouveau témoigné, cette fois avec un dossier en papier craft portant la mention « Dossier confidentiel de témoins refusés ». Il s'agissait de témoignages et de déclarations de personnes qui s'étaient manifestées dès les premières étapes de l'enquête, mais qui, pour diverses raisons, avaient choisi de ne pas témoigner en audience publique. Au moins 26 personnes, a-t-il précisé, nous ont fait part de leurs expériences avec M. Combs, mais ont refusé de comparaître en raison de menaces, d'accords de confidentialité ou de crainte de représailles. Il a commencé à lire des extraits. L'un d'eux provenait d'un ancien chorégraphe ayant travaillé au sein du Didier Inner Cirque de 2005 à 2012. Elle a affirmé avoir été droguée lors d'une after-party et s'être réveillée désorientée avec des bleus inexpliqués. Lorsqu'elle a tenté de signaler l'incident, son agence l'a laissé tomber dans la semaine. Un autre témoignage est venu d'un mannequin, alors âgé de 19 ans, qui avait été envoyé à Miami sous prétexte de travailler pour un shooting de mode. D'après sa déclaration sous serment, il a été confronté à une situation plutôt similaire. Les yeux grands fermés, des caméras partout, des téléphones interdits et un maître-chien qui lui a ordonné de ne parler que si on lui adressait la parole. Mais le plus dévastateur est venu d'une personne simplement identifiée comme Kubu 11. Cette personne a affirmé avoir 17 ans lorsqu'elle a été présentée à Didi par un membre de son équipe. La déclaration disait « Je pensais que c'était un mentorat. Ça n'a jamais été ça. Il m'a dit que si je partais ou disais quoi que ce soit, ma famille le regretterait. » La salle d'audience resta silencieuse tandis que l'agent caviardé fermait le dossier. Ce ne sont pas des personnes qui font la une des journaux. Ce ne sont pas des personnes qui ont des tribunes, mais elles existent. Et leur peur a permis à cette affaire de perdurer bien plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Il a ensuite brandi une liste dont les noms avaient été censurés, mais les dates et lieux correspondaient à des événements connus de Didi. Le juge a demandé « Qu'est-ce que cette liste ?» Des victimes confirmées, a répondu l'agent, dont les récits correspondaient à plusieurs données de nos enquêtes. Lorsqu'il a quitté la salle, personne dans la salle n'avait les yeux secs, pas même le jury. Le dernier jour du témoignage de l'agent expurgé,
La sécurité du tribunal avait été renforcée, non pas par crainte, mais par anticipation. Nous avons gardé le dernier élément de preuve pour aujourd'hui, a déclaré l'agent en dépliant une transcription scellée. Il s'agit de la transcription d'un appel téléphonique intercepté en 2015 entre M. Combs et une personnalité anonyme associée à un important cabinet de lobbying de Washington. La transcription a depuis été vérifiée par plusieurs analystes et un logiciel de reconnaissance vocale. Il a marqué une pause, puis a commencé à lire. « Vous avez dit de ne pas le mentionner. » La voix de Didi aurait dit « Mais j'ai fait ma part. J'ai apporté les dollars. J'ai fait venir les artistes. On a viré 5 commissariats en bleu au dernier cycle. Si je tombe, certains d'entre vous m'accompagneront. » L'agent leva les yeux. Cette voix était celle de M. Combs, et il ne faisait pas seulement référence à la musique ou aux fêtes. Il faisait référence aux contributions aux campagnes électorales, à la mobilisation des électeurs et à une possible falsification des élections par l'influence des célébrités. La salle s'est effondrée. La stratégie de campagne d'un président en exercice aurait impliqué l'une des personnalités les plus scandaleuses actuellement jugées. Même indirectement, l'image était apocalyptique. Un juré a murmuré à haute voix « Jésus-Christ ». L'agent termina. Didi n'achetait pas seulement le silence. Il achetait de la pertinence. Et la monnaie était votre vote. Il a démissionné. Le juge a suspendu la séance. Et c'est ainsi que ce procès, qui avait commencé comme un scandale de célébrité, est devenu le chapitre le plus sombre de la mémoire politique moderne. Une affaire judiciaire qui a peut-être enfin révélé la corruption qui régnait à huis clos depuis des décennies. La question est désormais, combien de noms supplémentaires figurent sur cette liste noire ?